Saviez-vous que l'empereur Néron n'a pas joué de la lyre pendant que Rome brûlait? Tout ce que vous croyez savoir sur cet empereur pourrait être un mythe. Dans l'histoire, son nom est gravé comme synonyme de cruauté, d'extravagance et de folie, mais a-t-il vraiment été aussi maléfique qu'on nous l'a fait croire? Au fil des siècles, Néron a été l'une des figures les plus controversées de Rome, mais la vérité derrière son personnage est bien plus complexe que ce qu'on nous a raconté. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la véritable histoire de cet empereur. Était-il vraiment le monstre qu'on avait peint, ou simplement un produit de son époque? Restez jusqu'à la fin, où nous révélerons comment les mythes sur Néron s'entrelacent avec les faits historiques, et quel impact son héritage a eu sur Rome et le monde qui a suivi. Pour comprendre Néron, nous devons regarder au-delà de sa figure et examiner la Rome dans laquelle il a vécu. Imaginez une ville impériale qui s'étend le long de rivières, où la grandeur et la pauvreté coexistent. Rome, au 1er siècle après Jésus-Christ, était un empire en plein essor, mais tout n'était pas en harmonie. Rome était divisée. D'un côté, l'aristocratie et les patriciens, profitant de luxe inimaginable. De l'autre, la plèbe et les esclaves, luttant pour survivre dans une ville qui ne leur offrait que misère et oppression. Néron, en montant au pouvoir, hérita d'une situation tendue et complexe. L'inégalité sociale et la crise financière frappaient le peuple romain, et sa direction devait faire face à ces problèmes. Dans les premières années de son règne, Néron tenta de se faire apprécier du peuple. Il organisait des jeux publics pour distraire les masses et distribuer de la nourriture. C'était une sorte de pain et de cirque pour maintenir le peuple tranquille, mais le coût de ces initiatives était énorme, et l'empire était loin d'être autosuffisant. Pendant ce temps, l'élite romaine commençait à critiquer son style de gouvernance, son manque d'expérience politique et son désintérêt croissant pour les affaires de l'État. Que fit Néron lorsque les pressions augmentèrent? Il commença à s'entourer de figures clés pour l'aider à rester au pouvoir, mais son autoritarisme croissant et la corruption au sein de son administration firent monter les tensions. Rome, sous son commandement, n'était pas seulement une ville de splendeur. C'était aussi une ville en crise, où la politique, les conspirations et le chaos commençaient à prendre de l'ampleur. L'un des mythes les plus persistants sur Néron est celui selon lequel il jouait de la lyre pendant que Rome brûlait. Imaginez la scène, la ville en feu, les flammes dévorant ses rues, et un empereur profitant du spectacle, tout en jouant de son instrument. Ce récit a été la base de la plupart des représentations populaires de Néron comme l'incarnation du mal. Mais est-ce vraiment vrai? La réalité est bien plus complexe. L'incendie de Rome, qui commença en 64 après Jésus-Christ, fut une tragédie dévastatrice. Les flammes détruisirent une grande partie de la ville, mais il y a quelque chose de crucial que nous devons comprendre. Néron n'était pas à Rome lorsque l'incendie a commencé. En fait, il se trouvait dans sa villa à Antium, et en apprenant la catastrophe, il revint en ville pour superviser les travaux de secours. Alors, d'où vient ce mythe? L'idée que Néron jouait de la lyre pendant que la ville brûlait provient des accusations qui surgirent contre lui après la catastrophe. Certains historiens anciens, comme Tacite, mentionnaient que Néron avait été accusé d'avoir provoqué l'incendie. Cependant, il n'existe aucune preuve solide pour étayer cette accusation. Il est fort probable que le mythe ait été amplifié par ses opposants politiques pour le discréditer, utilisant le symbolisme de l'incendie pour souligner sa supposée indifférence à la souffrance de son peuple. De plus, après l'incendie, Néron décida de profiter de la crise pour mener un projet de reconstruction massive, qui comprenait la création d'un nouveau Rome avec de meilleures normes de sécurité. Au lieu d'être le méchant que l'histoire en a fait, il est possible qu'il se soit davantage concentré sur la restauration de la ville que sur son propre plaisir. Alors pourquoi ce mythe persiste-t-il? La réponse réside dans la manipulation politique et la façon dont les récits historiques peuvent être déformés pour servir certains intérêts. La figure de Néron a été utilisée comme un bouc émissaire pour une tragédie nationale qui n'a pas pu être maîtrisée. Bien que l'image de Néron comme un empereur tyrannique ait perduré à travers l'histoire, il existe un autre aspect de son règne qui est souvent négligé, son amour pour les arts et sa tentative d'être reconnu comme un grand artiste. Contrairement à d'autres empereurs romains, Néron ne se contentait pas de gouverner Rome, il aspirait également à être le centre du monde artistique de son époque. Dans sa jeunesse, il était connu pour son enthousiasme pour la musique, la poésie et le théâtre. En fait, il se consacrait à jouer de la lyre, à réciter de la poésie et à organiser des compétitions théâtrales où il était lui-même le principal acteur. Lors des Jeux néroniens, organisés par lui, Néron n'était pas seulement le mécène, mais aussi le protagoniste des représentations artistiques. Pour certains, cela était un signe d'un empereur cultivé qui comprenait l'importance des arts pour l'agrandissement de l'empire. Cependant, pour d'autres,
son obsession pour l'autopromotion artistique était perçue comme un caprice d'un monarque qui préférait être applaudi en tant qu'artiste plutôt que de gouverner avec sagesse. Mais ce qui a vraiment suscité le rejet, c'est la façon dont Néron utilisait les arts pour consolider son pouvoir. Ses performances étaient plus que de simples spectacles, elles étaient un moyen de gagner la faveur du peuple et de détourner l'attention des difficultés politiques et économiques de l'Empire. Tacite et Suétone le critiquent ouvertement, le décrivant comme un empereur qui ne voulait pas seulement gouverner Rome, mais être adoré comme un artiste. Ce qui est ironique, c'est qu'alors que Néron se consacrait à sa carrière artistique, Rome faisait face à de graves problèmes de gouvernance. Son intérêt pour le spectacle et l'art était, à bien des égards, une forme d'évasion face à la tension politique croissante, le mécontentement populaire et les échecs économiques de son administration. Néron, dans sa tentative de transcender en tant qu'artiste, oublia que le véritable pouvoir d'un empereur réside dans sa capacité à gouverner et maintenir l'ordre. Cependant, sa passion pour les arts demeure un héritage qui le définit, du moins dans la culture populaire. L'un des aspects les plus fascinants du règne de Néron est sa relation avec le Sénat et les élites romaines. Au début, Néron bénéficiait du soutien de ces figures puissantes. Le jeune empereur, sous la tutelle de son précepteur Sénèque et du préfet du prétoire Burrus, était vu comme une promesse de restaurer l'ordre dans un empire qui commençait à montrer des signes de décadence. Cependant, ce soutien initial ne dura pas longtemps. À mesure que Néron prenait le contrôle, il commença à se montrer de plus en plus autoritaire, se distançant des pratiques républicaines et du Sénat, ce qui commença à créer des tensions avec l'élite romaine. Néron n'était pas disposé à partager le pouvoir, et au lieu de gouverner en collaboration avec les institutions romaines, il commença à les ignorer. Les tensions atteignirent un point culminant avec la conspiration de Pison en 65 après Jésus-Christ, une tentative d'assassinat organisée par des sénateurs et d'autres nobles romains mécontents de son gouvernement. Ce complot mit en évidence le mécontentement croissant envers son style de leadership. Lorsqu'il apprit la conspiration, Néron réagit de manière drastique, déclenchant une purge politique qui entraîna l'exécution de nombreux opposants. Ce qui avait été une relation de coopération avec le Sénat se transforma en une lutte de pouvoir et en une rupture de confiance mutuelle. De plus en plus paranoïaque, Néron commença à voir des traîtres partout. Il se mit à éliminer des figures clés, comme sa mère Agrippine, qu'il fit assassiner pour consolider encore davantage son pouvoir. La noblesse romaine et les sénateurs étaient vus par Néron comme des rivaux et des menaces pour son règne, ce qui mena à une escalade de la répression politique. Au fil du temps, la relation de Néron avec le Sénat se détériora, et ce qui avait commencé comme un règne plein de promesses et d'attentes se transforma en un gouvernement marqué par le mépris de la tradition républicaine. Son administration devint plus centrée sur son pouvoir personnel que sur le bien-être de l'État. Mais cette chute était-elle inévitable ? Le style de leadership de Néron reflétait-il simplement les tensions inhérentes au pouvoir absolu, ou bien une série de mauvaises décisions a-t-elle conduit à sa chute ? À mesure que Néron consolidait son pouvoir, son comportement devenait de plus en plus autoritaire et impitoyable. Bien que son règne ait commencé par un optimisme, il devint rapidement évident que son gouvernement serait marqué non seulement par ses extravagances artistiques, mais aussi par sa férocité et sa cruauté. Le premier grand scandale de son règne fut le meurtre de sa mère Agrippine en 59 après Jésus-Christ. Après une tentative ratée de l'empoisonner, Néron ordonna qu'elle soit assassinée dans sa propre résidence. Cette action, motivé par la nécessité d'assurer son pouvoir, marqua le début d'une série d'éliminations de ceux qu'il considérait comme une menace pour son trône. La mort d'Agrippine laissa une profonde tache sur son héritage, et le peuple romain ne put s'empêcher de se demander jusqu'où Néron était prêt à aller pour maintenir son pouvoir. Mais l'acte le plus infâme de son gouvernement fut la persécution des chrétiens après l'incendie de Rome. Dans une tentative de détourner l'attention de son propre échec, Néron utilisa les chrétiens comme boucs émissaires, les accusant d'être responsables du désastre. De nombreux chrétiens furent jetés aux bêtes dans le Colisée, crucifiés ou brûlés vifs. Ce fut le début des premières grandes persécutions contre les adeptes du Christ. Pendant que Rome souffrait, Néron se consacrait à son plus grand projet, la Domus Aurea. Le palais doré, avec son opulence sans pareille, était un symbole de la décadence de l'empereur. Ce gigantesque complexe de palais, jardins et étangs fut construit en plein cœur de Rome, juste après l'incendie. Certains historiens affirment que, dans sa quête pour une immortalité architecturale, Néron a dépouillé les Romains de leurs biens, ce qui a contribué au mépris que beaucoup ressentaient à son égard. L'extravagance de Néron n'avait pas de limite. On disait même que, lors de ses fêtes, il se déguisait en animal sauvage, adoptant l'apparence d'une bête, et participait à des orgies et des jeux pervers. La critique était féroce,
Néron n'était pas seulement un empereur, mais un homme sans morale, qui représentait tout ce qui n'allait pas avec le pouvoir absolu. Au fur et à mesure que le temps passait, Néron commença à s'isoler de plus en plus. La paranoïa grandit, et sa méfiance envers tous ceux qui l'entouraient le conduisit à prendre des décisions encore plus extrêmes. Néron était-il simplement un produit de son époque, ou le pouvoir absolu l'a-t-il complètement corrompu? Comme tout empire, le règne de Néron eut un début et une fin. Tandis que ses premières années furent marquées par des promesses de grandeur et de renouveau, son règne se termina dans le chaos et le désespoir, tant pour lui que pour l'empire qu'il dirigeait. Tout au long de son règne, Néron fit face à de multiples défis. À mesure que sa tyrannie augmentait, l'opposition croissait également. En 65 après Jésus-Christ, la conspiration de Pison éclata, une tentative d'assassinat de Néron orchestrée par des sénateurs et des hauts fonctionnaires mécontents de sa direction. Bien que la conspiration ait été découverte, la menace pesant sur l'empereur demeurait latente. Malgré la défaite des conspirateurs, Néron ne pouvait s'empêcher de sentir que la trahison était partout autour de lui. Sa méfiance le submergea, et il commença à purger ceux qui l'entouraient, tant au Sénat que dans son cercle proche. La paranoïa le conduisit à un isolement extrême. Mais les révoltes ne venaient pas seulement de l'intérieur de la ville. Les provinces de l'Empire commencèrent à se rebeller en raison du mécontentement croissant envers sa direction. En 68 après Jésus-Christ, la révolte en Hispanie et les guérillas en Gaule indiquèrent que le contrôle de Rome sur ces territoires était en danger. Face à ces problèmes, Néron comprit que son règne touchait à sa fin. Finalement, le Sénat, fatigué de son gouvernement, le déclara ennemi de l'État et, dans un retournement tragique, Néron fut abandonné par ses propres partisans. Avec l'Empire au bord de la dissolution, Néron, isolé et sans soutien, prit la décision finale, il se suicida en juin 1968 après Jésus-Christ, à seulement 30 ans. La mort de Néron marqua la fin de la dynastie julio-claudienne, qui avait régné sur Rome pendant plus d'un siècle. Après sa chute, Rome entra dans une période d'instabilité connue sous le nom de l'année des 4 empereurs, où le pouvoir fut violemment disputé entre plusieurs prétendants au trône. La figure de Néron, autrefois glorifiée, fut remplacée par celle d'un empereur déchu, dont la mort laissa une Rome désordonnée et vulnérable. Par son suicide, Néron laissa un héritage de chaos, de violence et de paranoïa. Mais il laissa aussi une histoire complexe qui reste un sujet de débat parmi les historiens. Néron était-il simplement un tyran, ou a-t-il été victime des pressions politiques et d'un pouvoir absolu qui l'a conduit à sa ruine? Au final, Néron est l'un des empereurs les plus complexes et contradictoires de l'histoire de Rome. D'un côté, ses décisions et actes de tyrannie en ont fait l'incarnation de la corruption et de l'abus de pouvoir. Mais, d'un autre côté, est-il juste de réduire toute sa figure à une série de mythes et de distorsions? Néron n'était pas un simple monstre, c'était un empereur qui vivait dans une Rome en crise, marquée par des tensions politiques, sociales et économiques. C'était un homme qui hérita d'un empire dans lequel le pouvoir absolu risquait de corrompre quiconque le détenait. Tout au long de son règne, Néron fit face à d'énormes défis, à la fois internes et externes, et bien que nombre de ses actes aient été condamnables, nous ne devons pas oublier que certains de ses efforts, comme la reconstruction de Rome après l'incendie, reflètent une certaine complexité de son caractère. L'histoire de Néron, bien qu'emplie d'excès et de tragédies, est aussi un avertissement sur les dangers du pouvoir absolu et de la corruption. Elle nous rappelle comment la propagande et les récits déformés peuvent donner une forme légendaire à un personnage, pour le meilleur ou pour le pire. Alors, Néron était-il un empereur injustement vilipendé, ou était-il simplement un homme qui n'a pas su gérer les pressions d'un pouvoir démesuré? C'est une question que chacun doit répondre en fonction de sa propre vision de l'histoire. Mais ce qui est certain, c'est que son héritage, comme celui de nombreux autres grands personnages historiques, reste un sujet de débat et de réflexion. Que penses-tu de Néron? Penses-tu que son histoire a été déformée, ou était-il vraiment le tyran que la plupart des récits nous dépeignent? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Si cette analyse t'a surpris, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner pour plus de contenu sur l'histoire, et de partager cette vidéo avec tes amis pour que nous puissions tous continuer à débattre de ce sujet fascinant. À bientôt dans la prochaine vidéo.